Même si la loi Leonetti de 2005 a permis d'éviter l'acharnement thérapeutique et a ouvert le débat, l'euthanasie reste un tabou majeur qui continue de diviser la société. Dans les années 90, Sylviane et Jean-Emmanuel ont, dans la clandestinité, abrégé les souffrances de l'être qui leur était le plus cher. Durant plus de 15 ans, ils ont dû vivre en gardant pour eux ce terrible secret. Comment ont-ils vécu en portant le poids du silence toutes ces années? Comment se sont-ils reconstruits? Ils ont décidé de libérer leurs paroles et de nous raconter leur histoire. Jean-Emmanuel a 48 ans. Infirmier de formation, il a dû quitter son emploi pour des raisons de santé il y a plusieurs années. Abandonné à la naissance, Jean-Emmanuel a 4 ans lorsqu'il est adopté par un couple de la région parisienne. Je suis arrivé dans une famille où j'étais l'enfant roi, où j'étais presque pourri gâté, hein, tout m'attendait. Hein, j'étais presque le dieu vivant arrivé dans la famille. Toute la période où j'ai vécu chez mes parents, c'était une période très heureuse de ma vie. Seul enfant du couple, Jean-Emmanuel grandit et noue au fil des ans une relation très forte avec sa mère Gisèle. C'est elle qui a vraiment mené mon éducation, mes activités, mon enfance. Bah, je crois que si tous les enfants du monde avaient une maman comme ça, le monde serait merveilleux, quoi. À 21 ans, donc c'était un petit peu un âge charnière pour moi, puisque en fait c'était à la fois la période où je quittais la maison et c'est le moment où ma maman a découvert qu'elle avait un cancer du sein. J'ai pas été submergé par l'inquiétude. À l'époque, en plus là j'étais élève infirmier, le cancer du sein était considéré comme l'un des cancers qui se soignait le moins mal. Donc on avait au départ toutes les conditions pour que finalement cette maladie puisse avoir une évolution la plus favorable possible. Rapidement, la mère de Jean-Emmanuel est prise en charge et la tumeur est retirée. Mais 2 ans plus tard, alors que chacun la croit guérie, elle est victime d'une première puis d'une seconde récidive. Au début des années 90, Jean-Emmanuel doit faire face à une terrible nouvelle. Là, le cancer s'est généralisé au niveau des os, et puis au niveau des viscères. On savait que l'inéluctable était arrivé, quoi. Dans le Finistère, Sylviane a elle aussi dû faire face à la maladie d'un être cher. Aujourd'hui âgée de 67 ans, c'est en février 1973 qu'elle a donné naissance à sa fille unique, Coralie. 2 ans plus tard, elle s'est séparée de son mari et a donc élevé seule sa fille. Coralie, elle représentait mon centre d'intérêt, c'était le centre de ma vie, c'était tout, c'était tout. J'ai passé des heures à la regarder dormir. Je la regardais et je me disais comme elle est belle, c'est un ange, un ange. C'était une petite fille autonome, indépendante, dégourdie, du caractère, volontaire. Elle savait parfaitement ce qu'elle voulait. Tout ce que je faisais, c'était pour que nous puissions être bien ensemble et pour qu'elle puisse être bien dans sa peau et heureuse de la vie que nous menions ensemble. Coralie est la plus grande fierté de sa mère. Mais en 1991, alors que la jeune fille s'apprête à fêter ses 18 ans, Sylviane est loin d'imaginer à quel point leurs vies vont être bouleversées. Aux vacances de Pâques de 1990, nous sommes allés voir ma mère à Châteaulin, dans le Finistère, et ma mère dit « Oh, qu'est-ce qu'elle a là ?
Et on dit, bah, on a une petite boule. Et ma mère dit, ah, mais si c'était cancéreux. Alors nous, on dit, oh, mamie, qu'est-ce qu'elle dramatise. Jamais, jamais de la vie, on a pu imaginer que Coralie pouvait avoir un cancer. Donc, au retour à Nantes, on est quand même allé consulter un dentiste. Et puis, donc, il nous a dit de la façon la plus décontractée possible, c'est cancéreux, il va falloir opérer, ce serait une chirurgie très lourde, et qu'il faudrait beaucoup d'opérations de reconstruction faciale. Coralie refuse de se faire opérer et Sylviane la soutient dans son choix. C'est comme un coup de massue, quoi. Ça, vous êtes ratatiné, vous êtes anéanti. Vous êtes anéanti. Jean-Emmanuel accuse le coup. Se sachant condamné, sa mère lui annonce quelques semaines plus tard qu'elle est contre tout acharnement thérapeutique. Elle souhaite avant tout mourir dans la dignité. Dans le discours de ma maman, c'était essentiellement le fait de ne pas tomber dans la déchéance. Que probablement elle avait pu croiser au détour des hospitalisations. Il n'y a pas eu de discussion plus ou moins houleuse ou avec des contradictions. Moi, j'aurais pu venir en tant que « Ah non, je suis pas d'accord, tu prends une mauvaise décision ». En l'espèce, on approuvait son choix. De toute façon, c'était le sien. C'est à elle de maîtriser son destin. Et si c'est comme ça qu'elle veut s'en aller, il n'y a aucune raison que nous, on s'y oppose. Hein. Les premières fois que ça a été exprimé, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. C'est après que les choses ont mûri de mon côté, en me disant que de toute façon, s'il y avait quelque chose à faire, c'était moi qui devais le faire. Voilà. Marie de Henzel, vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez récemment publié un livre intitulé « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Vous avez exercé pendant 10 ans dans la première unité de soins palliatifs en France. Jean-Emmanuel a décidé de faire partir sa mère. Est-ce que c'est à un proche de prendre cette décision? Non, je crois que c'est une responsabilité qui doit rester médicale, celle d'aider effectivement quelqu'un qui est dans ses derniers moments. Sa mère était en agonie, hein, elle est tout à fait à la fin. Elle souffrait, elle était en train d'étouffer. C'est le devoir d'un médecin de faire que quelqu'un puisse mourir sans souffrir, même si ça écourte un peu la vie. Or, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui permet cela, qui est la loi Leonetti. Je crois qu'à l'époque où Jean-Emmanuel a fait ce geste en 1990, ça n'existait pas, nous n'avions pas cette loi. Et donc, il a effectivement posé un geste, qu'on dit un geste d'euthanasie, donner du poison à quelqu'un, alors qu'on aurait pu faire autrement. En tout cas, aujourd'hui, on pourrait faire autrement. Et ce geste est un geste trop lourd à porter. Un proche n'a pas à porter cette responsabilité médicale. Comment arrive-t-on à vivre avec ça sur la conscience ? C'est extrêmement lourd. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant le reportage sur cet homme, parce qu'il montre une chose, c'est que donner la mort, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas anodin, c'est un acte lourd. Hein, et on le porte. Et je le sais parce que, en tant que psychothérapeute, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues essayer d'alléger un peu le poids d'un geste qu'ils avaient posé, et je me suis rendu compte que c'est un geste grave qu'on porte longtemps, avec quelquefois des cauchemars, avec justement de la dépression, tout ce que l'on a vu, un repli sur soi, une difficulté à vivre. Il y a un impact très très lourd, et les gens qui disent aujourd'hui finalement c'est facile de donner la mort, c'est rien du tout au fond, pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat? Et bien je dis, ils ne sont pas là pour écouter effectivement la souffrance de ceux qui ont eu à poser un geste qui a entraîné la mort, c'est-à-dire qui ont fait un acte d'euthanasie. Je crois que c'est bien quand même de le définir, ça veut dire l'acte délibéré de donner la mort, mais soulager quelqu'un comme ça aurait dû être fait
par un médecin, c'est-à-dire donner suffisamment d'antalgiques pour que la personne ne souffre pas, n'étouffe pas, en sachant très bien que ça peut écourter de quelques jours, ce n'est pas considéré comme un geste d'euthanasie parce que c'est un geste de soulagement. C'est très différent. On a cherché d'autres solutions, des chimiothérapeutes, des magnétiseurs, des homéopathes, j'oublie, on a même été voir l'exorciste du diocèse de Nantes. Évidemment, ça n'a servi à rien. Elle criait, elle hurlait, elle avait des effets secondaires des traitements. De toute façon, même si ça avait été pris plus tôt, c'était déjà trop tard. On se dit, il n'y a pas de solution, voilà. Donc elle va mourir, voilà, on pense à la mort tout le temps. Au mois de juillet 1993, elle était très malade. Elle était devenue complètement aveugle. Elle ne se levait plus, pour ainsi dire. Elle était devenue très faible, elle était très maigre. J'ai tout à fait conscience que c'est la fin de sa vie, là. Ça s'arrête là. Elle me dit, maman, je crois que je vais mourir. Et je lui dis, oui, bien sûr, c'est à craindre, puisque tu ne manges plus, tu vomis tout, tu es très maigre, tu es très fatiguée. Et je lui dis, mais n'aie pas peur, quand tu en auras marre, on pourra t'aider à partir. C'était une solution, il n'y a pas eu de solution médicale. La seule solution, c'était la mort. On a abordé tous les sujets qu'on peut aborder dans cette éventualité d'un décès proche. Je lui ai dit, maintenant on en a parlé de ton décès, de tout ça. Maintenant on n'en parle plus, c'est toi qui diras. Donc les derniers jours, ils étaient comme les autres. Lama Drupgu, vous représentez l'Union des bouddhistes de France et vous êtes également aumônière nationale des prisons. Vous venez de voir le témoignage de Sylviane. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais tout d'abord ce qui je trouve touchant et frappant, c'est le fait que cette jeune femme ait pu faire le choix de partir. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement aidant pour les proches. Alors, je vous cache pas que pour les bouddhistes, l'euthanasie n'est pas conseillée, mais dans une situation comme ça, on peut tout à fait comprendre que les circonstances étaient complexes et que la mère et la fille ont fait un choix en plus ensemble. Qu'est-ce que vous entendez par l'euthanasie pour nous, les bouddhistes, n'est pas conseillée? Dans le sens donner la mort n'est pas conseillé, quoi qu'il en soit, à qui que ce soit et quelque être que ce soit un humain, un animal ou autre. Donc on ne va jamais conseiller de donner la mort. On va essayer d'apaiser les souffrances, d'accompagner, mais quand on accompagne et qu'on apaise les souffrances, vous verrez, personne n'a envie de mourir. Donc c'est juste se donner les moyens de pouvoir vraiment aider une personne qui est dans une situation de grande souffrance. Les mois passent et malgré les traitements, l'état de la mère de Jean-Emmanuel se dégrade. En février 1992, il décide d'arrêter son activité professionnelle pour s'occuper de sa mère à plein temps. Il sait que la fin est proche. Les derniers jours de vie, donc on a ramené maman à la maison et donc on a décidé de s'occuper d'elle. C'est mon épouse qui s'occupait de tout ce qui était de soins de nursing et puis moi je m'occupais de tout ce qui était soins techniques puisqu'elle avait des prescriptions de morphine notamment sur son portable 4. Je pense qu'elle entendait puisqu'on parlait un petit peu avec elle, donc elle clignait des yeux. Il y a un clignement d'yeux, oui, deux clignements d'yeux, non. On n'était plus vraiment du tout dans la phase de dépendance, d'état grabataire. On était dans une phase d'agonie qu'il fallait abréger, quoi. Donc c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, de toute manière, la décision est très compliquée. Enfin, c'est très difficile, mais vous dites que si vous faites rien, c'est pire, quoi. Donc
Mon père nous a réveillés vers 2-3 heures du matin parce que ma mère était en train de s'étouffer. Elle était probablement en train de faire un œdème du poumon, enfin, ou en tout cas de s'encombrer. Elle ne pouvait plus respirer. Il n'y avait plus aucune communication. À ce moment-là, il n'y avait même plus de clignement mon Dieu ou quoi que ce soit. On a téléphoné au chimiothérapeute qui suivait ma maman. On lui a expliqué la situation par téléphone. On lui a expliqué les moyens médicamenteux dont on disposait à la maison. Et puis c'est lui qui nous a dit d'utiliser le chlorure de potassium. On a préparé une seringue et puis on l'a branché sur le porte-à-4 et on a poussé. Et il y a plein de choses qui passent en tête. Enfin, c'est très embrouillé, ça tourne dans tous les sens. Hein. J'ai l'impression de voir votre cerveau qui passe dans une machine à laver le linge. Et puis bon, ça s'est passé assez rapidement, quoi. Après 2 ans de lutte contre la maladie et la consultation de dizaines de spécialistes, Sylviane doit se rendre à l'évidence. Sa fille est condamnée. Coralie souffre et a déjà le visage très déformé. Je sentais que si ça continuait encore très longtemps, moi j'allais mourir avant elle. Et c'est pas peu de le dire, parce que je sentais bien par moment que j'étais au bord de la crise cardiaque. C'était le 8 septembre 1993. Elle m'a dit, maman, c'est maintenant, appelle le médecin. Le médecin a compris que c'était vraiment ce qu'elle voulait, et puis que de toute façon, c'était une évidence, quoi. Puis c'était plutôt une bonne chose de l'aider à partir à son heure, dans les conditions qu'elle voulait, avec les photos, la musique, tout ça. Le médecin, il a commencé par lui donner des médicaments à boire. Alors, ça n'a pas fait effet. Elle était dans un demi-sommeil. Et puis, c'est là qu'elle a dit je vous entends et c'est dur de mourir. J'essaye, mais j'y arrive pas. Quand elle dit ça, mais c'est inimaginable d'entendre un être vivant, une fille de 20 ans qui était belle, qui était intelligente, qui dit c'est dur de mourir, j'essaye mais j'y arrive pas. Mais il faut pas que ça continue, il faut que ça s'arrête. Ensuite, j'ai entendu un râle. C'est fini, hein, c'est clair. Je suis carapacée, comprenez-vous? Il faut serrer les dents. Donc quand vous serrez les dents, vous pleurez pas. Voilà. Donc moi, quand ma fille était morte le matin, je pleure pas. Pourquoi je vais pleurer? J'ai déjà tellement pleuré avant. Et puis, je pleure toujours à l'intérieur. Jacques Lecomte, vous êtes docteur en psychologie. Jean-Emmanuel et Sylviane semblent soulagés que leurs proches soient partis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on voit bien, ils disent tous les deux que leurs proches en question avaient souffert énormément. Et donc, c'était ça, ou l'agonie, hein, comme le dit très bien Jean-Emmanuel. Donc, il y a une sorte, évidemment, d'ambivalence dans leur réaction. À la fois, ils sont heureux d'avoir diminué, d'avoir abrégé leur souffrance. En même temps, ils sont évidemment très mal d'avoir été l'auteur à l'origine de l'acte. Mais bien sûr qu'ils ont le sentiment majoritaire qu'il fallait le faire. Comment faut-il préparer la personne à partir? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle d'accompagnement et que la seule règle, finalement, si tant est que ça en soit une, c'est d'être présent dans l'amour. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand des personnes souffrent, on aimerait être une grande bouche, trouver des paroles qui réconfortent. On aimerait être une grande main, faire plein de choses pour cette personne, alors que souvent, elle a simplement besoin qu'on soit à côté d'elle, être une grande oreille.
Une oreille qui est là, présente, qui est bienveillante, qui est attentive. Et je crois que c'est tout simplement manifester beaucoup d'affection et d'amour. En quelques minutes, un soir de mars 1992, Jean-Emmanuel a dû prendre la décision d'abréger les souffrances de sa mère. Abandonné à la naissance par ses parents biologiques, il devient orphelin pour la seconde fois. Dans les instants qu'on suivit, c'était à la fois un moment de tristesse, de douleur, de soulagement. C'était confus. Je ne revivais pas l'acte dans mes rêves. Sinon, je voyais ma mère apparaître dans mon imaginaire. Mais c'est pas trop ça qui me dérangeait le plus. C'était vraiment la question profonde de l'être humain par rapport à la vie et toujours l'éternelle question de savoir est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou est-ce qu'au contraire j'aurais dû résister à la tentation de le faire. Ça c'est... Moi, ce que je considérais comme un geste d'amour, est-ce que finalement l'amour ça aurait pas dû être de résister à la tentation de le faire? J'en ai discuté avec un prêtre, mais bon, je me suis retrouvé confronté au discours que tiennent les hommes d'église, à savoir que j'aurais dû accompagner. Enfin, alors évidemment, c'est un discours noble. Le problème, c'est que quand vous êtes confronté à une situation d'agonie, c'est pas du tout le discours auquel vous êtes le plus réceptif. Je me suis vraiment lancé dans le travail à corps perdu. Ça a vraiment été une période de suractivité professionnelle. Mais comme j'ai toujours eu un tempérament très dynamique, en fait, personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit, que ce comportement-là était à la limite du pathologique, quoi. Cette suractivité probablement cachait quelque chose d'un malaise profond, quoi. Les mois et les années passent, mais Jean-Emmanuel n'arrive pas à reprendre pied. Muriel, son épouse, qui était présente le soir du drame, l'a toujours soutenu, sans réussir pour autant à lui faire oublier le geste qu'il a posé. Il s'est réfugié beaucoup dans le déni, en fait, de ce qui a pu se passer. Et le fait, je pense qu'en plus, qu'il exerce cette profession, qu'il continue à, au départ, côtoyer des malades, etc., je pense que ça a été quelque chose qui a été d'autant plus dur. Et puis, il s'est énormément renfermé sur lui-même. Emmanuel, à partir de ce jour-là, je dirais, a eu plus de mal à montrer aux autres qu'il les aimait ou à dire « je t'aime ». Tourmenté par la question de sa culpabilité, Jean-Emmanuel doit aussi continuer à avancer avec le poids du silence. Ce qui me posait le plus de problèmes, c'était pas tant la partie juridique, c'est-à-dire la cour d'assises, mais plutôt la partie professionnelle, c'est-à-dire la radiation. Puisque par définition, c'est criminel, donc vous pouvez pas l'ébruiter. Donc ça signifie vivre dans ce silence en permanence. Comme il ne peut partager le mal qui le ronge, Jean-Emmanuel garde pour lui ses souffrances et s'enfonce chaque jour un peu plus dans la dépression. La naissance de ses enfants ne suffit malheureusement pas à le guérir de son mal-être. C'est pas un événement qui a compensé toute la douleur que je portais auparavant, quoi. Ça m'a apporté des joies, ça m'a apporté des satisfactions, mais ça n'a pas du tout réglé mon problème par rapport à ma mère, quoi. Ça c'est évident. Le suicide, j'y ai pensé, mais je crois que je suis pas assez courageux, j'aurais trop peur de souffrir, mais... Après, il y a les enfants, il y a l'épouse, donc... Mais oui, il y a des fois où... Ouais, je dis, tiens, le 8e étage, c'est bien aussi, mais bon... faut passer à l'acte, quoi, après, faut...
L'alcool, par exemple, ça a été pour moi un moyen de m'évader, mes idées sombres. En fait, j'avais des idées noires à longueur de journée et ça va. C'est des comportements qui peuvent aller jusqu'à la destruction d'une vie de famille. J'étais en période de déconstruction et de désintégration, je dirais même. C'est presque de la désintégration de 92 à 2003. C'est après 2003 où effectivement on dit bon stop, faut peut-être arrêter, on va peut-être pas faire ça toute notre vie. Donc, mais bon, le mal a été fait de toute façon. Dans les mois et les années qui suivent le drame, Sylviane et Jean-Emmanuel vont s'enfoncer dans la dépression. Comment ça s'explique? Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir fait un geste grave ou pris une décision grave. Ils savent que finalement la question de la mort est quelque chose qui nous échappe. Et c'est vrai que prendre la décision de donner la mort délibérément à quelqu'un ou avoir le sentiment que l'on est responsable d'une décision qu'auraient pris les médecins, par exemple, d'avoir influencé les médecins, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Donc, une des réactions possibles, c'est effectivement la dépression. Il y a un côté positif à la dépression, parce que c'est une façon peut-être aussi de se défendre contre quelque chose qui est trop difficile à porter. On se replie à l'intérieur de soi et on va essayer aussi de trouver des forces à l'intérieur de soi. Moi, j'ai une vision assez positive en fait du processus de la dépression. Je pense qu'on va chercher profond. On n'est plus le même après une dépression. On voit les choses autrement, on a compris les choses autrement, on est moins superficiel, si on veut. Et ce qui fait que je pense que la dépression, il faut à la fois, bien sûr, essayer de la soigner. Et les traitements existent, mais en même temps se dire que c'est un mouvement de défense naturel qui fait qu'on va aller chercher profond en soi la possibilité de porter, par exemple, l'acte dont on se sent responsable. En septembre 1993, Sylviane a aidé sa fille Coralie à mourir. La jeune fille de 20 ans souffrait d'un cancer incurable. Très vite, Sylviane a su qu'elle avait pris la seule décision digne de son amour. Le jour même, j'ai culpabilisé, c'est même pas, je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment culpabilisé, mais par la suite, j'ai pas culpabilisé du tout. C'était une délivrance, c'était un geste d'amour, ça, il faut le dire, il faut le dire. Sylviane assume la décision qu'elle a prise. Mais impossible pour elle de parler de cette euthanasie clandestine. Personne ne m'a jamais posé de questions. La plupart des gens ont deviné qu'il s'était passé quelque chose qui n'était pas classique. C'était secret, c'était un non-dit, c'était clandestin, c'était illégal. Je voulais pas que le médecin ait des ennuis, ni l'infirmière. Et puis c'est des choses qui se racontent pas, rendez-vous compte. Comme Jean-Emmanuel, Sylviane doit porter seule ce terrible secret. Mais le plus difficile pour elle est de continuer à vivre sans sa fille. Je dors avec des somnifères, donc j'ai pas de cauchemar, ou du moins je m'en rappelle pas. Mais par contre, j'y pense tout le temps, quoi. C'est là, ça fait partie de moi, ça ne me hante pas, c'est le quotidien. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer de surmonter ça, d'essayer de continuer de vivre normalement. Et c'est pas la partie la plus facile. J'avais plus ses bonnes paroles, j'avais plus sa voix, j'avais plus ses bisous. Elle est partout dans la maison. Elle est partout, elle est dans chaque meuble, dans chaque bibelot, sur chaque marche d'escalier, elle est partout. Voilà. Donc
là, la solitude, oui, certainement. Oui. Un vide énorme, un vide vertigineux. Au poids du geste, on ajoute le poids du silence parce que c'est dur d'en parler après. Oui, parce que le fait de ne pas avoir pu parler, échanger, mettre des mots sur quelque chose que l'on a fait, ça aggrave évidemment la dépression. Très vite, on se culpabilise pour un rien. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on se sent seul, très seul. Donc on se replie. Hein, et peut-être qu'on va peut-être avoir de moins en moins envie d'en parler. Alors que, au fond, pouvoir mettre des mots, pouvoir parler avec d'autres de quelque chose de lourd, c'est ce qui permet de traverser. Je ne dis pas que ça évite la dépression, mais je pense qu'elle est plus courte. Peut-être qu'elle se traverse plus facilement. Mais comment faut-il en parler ? Qu'il faut que notre société soit peut-être changer son regard vis-à-vis aussi de la mort, qu'on puisse parler à des amis, qu'on puisse parler à des proches, qu'on puisse évoquer la mort. Or, dans notre société, alors que nous savons tous que nous allons mourir un jour, c'est quand même ce que nous avons tous en commun, que nos proches vont mourir aussi, eh bien, on se tait, ça reste un tabou, on est dans le déni. Donc il faut déjà que notre société évolue, qu'elle intègre la question de la mort, pour que justement ceux qui ont à vivre cette proximité avec ceux qui vont mourir et qui ont parfois l'impression qu'ils sont responsables de la mort de l'autre, puissent se délivrer par la parole d'une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'encore une fois, la mort, c'est notre destin à tous. Elle arrive plus tôt pour certains, moins bien pour certains. Et on n'est pas responsable de la mort de l'autre, ni de la façon dont ça se passe. Pendant 7 ans, Sylviane lutte pour ne pas sombrer. Mais la mort de sa fille continue de la hanter et finit par avoir des conséquences sur sa santé. De 1993 à l'an 2000, j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai réussi à faire face et j'ai avancé comme j'ai pu. Mais à partir de l'an 2000, c'est là que ça a été vraiment très très difficile. J'ai développé un syndrome d'inadaptation au stress, donc je suis devenue hypersensible. Je suis souvent à cran, je suis parfois tellement nerveuse que je deviens agressive, je ne m'en rends pas toujours compte d'ailleurs. Les années qui ont suivi, j'ai essayé de faire face. J'ai puisé au fond de moi l'énergie nécessaire. Cette force intérieure, je la trouvais par rapport à ma philosophie de vie, par rapport à l'optique d'une réincarnation. Donc j'étais dans l'espoir en fait d'une vie meilleure. Moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment, cette perspective de réincarnation à tenir, quoi. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir qu'elle est réincarnée, je crois savoir où. Donc, c'est ça qui m'a permis de tenir. Malgré les difficultés, Sylviane ne doute toujours pas du geste qu'elle a posé. Jamais je n'ai regretté. Jamais je n'ai regretté parce que ça a été un long chemin, ça a été discuté, elle était d'accord, c'est ce qu'elle voulait, garder le contrôle sur sa mort puisqu'elle n'avait pas pu garder le contrôle sur sa vie et encore moins sur sa maladie. Et donc on était sur la même longueur d'onde. Donc non, je n'ai jamais eu et aujourd'hui encore je n'ai pas de culpabilité. Sylviane croit en la réincarnation. Est-ce que ça peut l'aider à vivre son deuil ? Ça peut aider à vivre le deuil, bien entendu.
Croire à la réincarnation, c'est le souhait aussi que la personne puisse continuer son chemin dans des bonnes conditions. Et penser qu'elle est dans cette bonne condition va aider à soi-même se détacher et à commencer à faire ce travail de deuil. Comment faire le deuil d'une personne dont on est responsable de la mort ? C'est tout le travail en fait de l'acceptation de l'impermanence et de se détacher en fait. On est tellement attachés, alors que ce soit nous qui ayons donné la mort ou que ce soit une autre situation, le deuil reste le deuil. C'est l'attachement et la difficulté d'accepter le changement qu'il faut travailler, enfin qu'il faut essayer de dépasser. En 1992, Jean-Emmanuel a dû abréger les souffrances de sa mère qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Accablé par cette disparition, il traverse 10 années de dépression avant d'être contraint d'abandonner sa profession d'infirmier. J'ai fait un burn-out quand j'ai réintégré le salariat, en fait, hein, dans l'année qui a suivi le salariat, parce que j'étais confronté de nouveau à des patients en fin de vie. Et donc, je pense que la fatigue, psychologique, physique, c'était le burn-out complet. C'est en 2009, 17 ans après la mort de sa mère, que Jean-Emmanuel trouve enfin l'occasion de se libérer du secret qu'il porte depuis si longtemps. J'étais blogueur et il y avait un internaute qui avait fait un petit billet qui était plutôt un sondage d'ailleurs sur l'euthanasie. C'était en 2009. Bon, moi personnellement, j'étais plus du tout engagé dans ma profession, donc j'étais plus du tout retenu de ce côté-là. Et c'était pour moi l'occasion d'expliquer. Voilà, moi j'ai fait. Voilà ce que ça a provoqué. Voilà dans quelles circonstances je l'ai réalisé. Voilà les conséquences aussi que ça a eu après sur ma vie. Jean-Emmanuel se libère ainsi du silence dans lequel il était enfermé depuis si longtemps. À la suite de son témoignage, il reçoit de nombreux messages de soutien. Et cela l'encourage à partager son secret avec ses propres enfants. Dès l'instant quand il a commencé à en parler avec les enfants, ça lui a fait du bien. Il a pu poser les mots. Il a pu leur raconter vraiment leur histoire. Leur histoire quelque part, parce que c'est aussi leur histoire. Donc je pense que tout ça, les enfants l'ont compris. Voilà, à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité là-dessus, effectivement, on va rebondir dessus. Voilà, pour que ça reste jamais quelque chose de tabou, en tout cas sous notre toit. Jean-Emmanuel en a parlé à ses enfants. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, non ? Je trouve ça bien d'en parler à ses enfants, parce que d'abord, c'est aussi les préparer à cette réalité. Je crois qu'on ne parle pas assez aux enfants, justement. On les tient à l'écart. On croit les protéger, c'est faux. On les fragilise. Parce que l'enfant, il a besoin de savoir que la mort fait partie de la vie. Et il a besoin de sentir aussi que c'est un événement qui soude les vivants. On se prend dans les bras, on se soutient. C'est ce que l'enfant voit quand il voit des parents qui sont tristes, qui sont dans le chagrin. Certes, le chagrin est là, mais la solidarité est là aussi. Donc il reçoit un message formidable. La mort fait partie de la vie, mais on s'appuie les uns sur les autres pour la porter. « 22 ans après avoir abrégé le calvaire de sa mère, Jean-Emmanuel est toujours profondément marqué par cette nuit tragique. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques. Mes nuits sont peuplées de cauchemars. J'ai des pans entiers de ma mémoire qui sont effacés. Heureusement, j'ai ma femme qui est mon disque dur. J'ai maintenant un mari qui boite. Et puis voilà, ça va faire... on est en 2014, donc ça fait 23 ans qu'on est mariés et 25 ans qu'on vit ensemble. Et il boite à cause de ce geste et on l'a fait ensemble. Je suis sa canne et tant mieux. Malgré les révélations qu'il a faites sur Internet, le délai de prescription étant écoulé, Jean-Emmanuel n'est pas inquiété par la justice. Une situation qui lui arrive pourtant de regretter.
La justice m'aurait sans doute probablement évité de sombrer dans de détruire ma vie, je pense, simplement parce que ça m'aurait permis de libérer la parole et de ne pas avoir ce lourd secret à porter autant d'années. Maintenant, s'il y avait une action judiciaire aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans, donc ça aurait plus de sens, quoi, puisque moi, quelque part, j'ai déjà payé plus ou moins mon acte et je le paye plus ou moins encore aujourd'hui. Serge Portelli, vous êtes magistrat, président de chambre près de la Cour d'appel de Versailles et enseignant. Jean-Emmanuel pense qu'il aurait pu éviter de sombrer s'il avait été jugé pour son acte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je le comprends, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les tribunaux, les cours d'assises, sont tout aussi mal à l'aise pour juger ce type d'acte, qu'on qualifie de crime, évidemment, puisqu'il y a une mort d'homme ou de femme, et qu'il y a un acte volontaire pour obtenir cette mort-là. Mais comment voulez-vous juger des êtres auxquels on peut s'identifier si facilement entre un père ou une mère qui abrège les souffrances de son enfant, ou un fils qui abrège celles de sa mère? Je veux dire, c'est pas un acte criminel ordinaire, c'est une situation dans laquelle finalement, que ce soit les jurés ou les magistrats, plongent et d'une certaine façon ont assez peu de réponses. Et donc quand vous entendez souvent les réquisitions des avocats généraux dans ce type d'affaires-là, évidemment ils s'accrochent à la loi, ils s'accrochent aux éléments constitutifs de l'infraction, mais l'immense difficulté qu'ils ont traduit aussi les peines qui sont prises dans ce type d'affaires, qui sont évidemment très très loin des affaires ordinaires. Mais en tout cas, ces peines sont nécessaires. Et vivre toute une vie avec ce poids, ce silence, j'allais presque dire c'est impossible. Il y a un moment où il faut parler. Et c'est pas d'ailleurs simplement dans ces affaires où vous avez beaucoup j'allais presque dire de criminels pour des affaires d'homicide ordinaires, j'allais presque dire, qui au bout d'un certain temps craquent, j'allais presque dire, sont obligés pour pouvoir revivre d'aller se dénoncer. Pour surmonter l'absence de sa fille qu'elle a aidé à mourir en 1993, Sylviane se plonge dans l'écriture et rédige des dizaines de poèmes en souvenir de la jeune disparue. Maison sans vie, chambre fermée, vide le lit, les draps défaits. L'œuf est pourri, l'œuf est fêlé, lente agonie, a trépassé. Trop grande est la misère, trop grands les cimetières, et les chagrins aussi. J'ai comblé le manque par l'écriture poétique, puisque j'écris depuis l'âge de 14 ans. Et quelque temps plus tard, j'ai préparé un livre de 200 poèmes. J'ai pas voulu écrire un livre comme beaucoup de parents, comme beaucoup de personnes, en racontant toutes les souffrances, les hôpitaux, etc. J'ai choisi de faire un livre à sa mémoire, sous forme d'un livre de poèmes qui raconte, où il y a un fil conducteur qui parle de, on va dire, du temps du bonheur quand elle était jeune, et puis ensuite du temps de la maladie, du temps du deuil, et voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a occupé l'esprit, donc pendant que j'écris, pendant que je prépare un livre, je ne suis pas en train de me lamenter sur mon sort. Comme Jean-Emmanuel, Sylviane a porté seule son secret pendant de nombreuses années. Mais 15 ans après la mort de sa fille, un événement dans l'actualité la convainc de libérer sa parole. Lorsque j'ai rendu l'histoire de Coralie publique en 2008 dans le cadre de l'affaire de Chantal Sébir,
là, j'ai eu l'impression au début, c'était difficile, mais en même temps, j'avais l'impression de prendre ma revanche. Et enfin, vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc, tout ça, c'est très complexe, c'est très ambivalent. Donc, c'était positif d'un certain côté. D'un autre côté, ça m'a valu des critiques, des insultes graves qui m'ont rendu malade. Moi, j'étais en colère après ces gens-là et j'aurais bien voulu leur balancer les photos de Coralie gravement malade à la figure. Blessée par ces attaques, Sylviane n'abandonne pas. Et dès 2008, elle décide de s'engager pour la dépénalisation de l'euthanasie active. Un combat de longue haleine qui a aussi aidé Sylviane à remonter la pente et qui lui a donné la force de revenir sur ses rochers, 22 ans après la mort de sa fille. C'est à cet endroit en bas, là, que les cendres de Coralie ont été données à la mer. C'était la volonté de Coralie. Je ne serais jamais allée contre sa volonté. Quelles sont les limites de la réponse pénale à ce type d'infraction? J'allais dire, c'est presque les limites de toutes les réponses pénales. Il faut à la fois satisfaire la société, satisfaire la victime, les proches de la victime, et là encore, ça peut choquer, mais aussi satisfaire le prévenu. Il faut arriver, tout ça est très très dur, à lui fournir une réponse qui soit à la fois proportionnée à ce qu'il a fait et à la façon dont lui-même le vit, ce qui est extrêmement difficile. Mais est-ce que c'est un crime, là? Ça peut, oui, effectivement. Vous avez ce type d'affaires d'euthanasie qui se juge ordinairement devant la cour d'assises. Donc vous avez à chaque fois des procès extrêmement médiatiques qui peuvent concerner aussi bien des proches, des parents, que des membres du personnel médical. Donc oui, comment vivre avec le poids d'un crime qu'on a commis, même si, je mets le mot crime avec beaucoup de guillemets, mais je pense que le poids est peut-être encore plus lourd quand c'est un acte qu'on a commis, j'allais presque dire, par amour. Voilà, pour abréger des souffrances. C'est un acte qui, aujourd'hui, reste en marge de la société. Vous avez des débats depuis très longtemps et qui sont, j'allais presque dire, de plus en plus forts, de plus en plus aigus aujourd'hui. Donc, si vous passez à l'acte, si effectivement vous commettez aujourd'hui un acte d'euthanasie, vous savez parfaitement qu'il n'y a pas que vous et la personne, votre proche, qui va décéder. Il n'y a pas que cette relation duelle. Il n'y a pas non plus que les médecins qui vous entourent. Il y a aussi la société qui vous regarde. 22 ans plus tard, malgré toutes les questions que je me pose, je pense malgré tout que je crois que j'ai fait le bon choix. Que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative, si ce n'est que j'aurais laissé ma mère agoniser, et je crois que je m'en serais encore voulu plus. Maintenant, je pense que c'est un acte qui est suffisamment lourd pour pas que ce soit les très proches du patient qui en soient l'auteur, quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu à porter tout le poids tout seul, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est quelque chose qui restera à jamais marqué dans l'histoire, dans mon histoire personnelle, et puis dans l'histoire de la famille. Ça m'a quand même bousillé, j'ai 48 ans, j'ai quand même bousillé 20 ans, quoi. Les 20 dernières années, j'ai quand même bien morflé. Ouais. Donc, j'espère que les années à venir seront plus douces et moins tourmentées.
c'est bien d'être ici parce que j'ai pas spécialement d'émotions démesurées. Je n'y suis pas revenue depuis, peut-être une fois, mais depuis toutes ces années. Et je trouve que c'est comme une étape. C'est comme si, je veux dire, ça me contrarie pas d'être là, ça me rend pas triste d'être là. Ce qui est important, c'est d'être capable d'être revenu là, à cet endroit, sans être complètement bouleversé. Donc ça veut dire qu'il y a un cap qui a été franchi. 21 ans après, non, je ne regrette pas du tout d'avoir aidé ma fille à mourir. Non, c'était c'était ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. La seule chose que je regrette, c'est que ça se soit mal passé dans la mesure où c'était illégal, clandestin et que le médecin n'avait pas les bons produits. Après des années de souffrance, Jean-Emmanuel et Sylviane ont trouvé la force de partager leurs secrets. Plus récemment, l'affaire Vincent Lambert et l'acquittement de l'urgentiste Nicolas Bonnemaison ont rouvert en France le débat sur la fin de vie. Avec près de 9 Français sur 10 qui se déclarent favorables à une loi autorisant l'euthanasie, il est probable que la législation évolue à nouveau dans les années à venir. Elle est abrégée, quoi. Donc c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, bah, de toute manière, la décision est très compliquée. Enfin, c'est très difficile, mais vous dites que si vous faites rien, c'est pire, quoi. Donc, mon père nous a réveillés vers 2-3 heures du matin parce que ma mère était en train de s'étouffer. Elle était probablement en train de faire un œdème du poumon, enfin, ou en tout cas de s'encombrer. Elle ne pouvait plus respirer. Il n'y avait plus aucune communication. À ce moment-là, il n'y avait même plus de clignement d'yeux ou quoi que ce soit. On a téléphoné au chimiothérapeute qui suivait ma maman. On lui a expliqué la situation par téléphone. On lui a expliqué les moyens médicamenteux dont on disposait à la maison. Et puis c'est lui qui nous a dit d'utiliser le chlorure de potassium. On a préparé une seringue et puis on l'a branché sur le porte-à-4 et on a poussé. Il y a plein de choses qui passent en tête. Enfin, c'est très embrouillé, ça tourne dans tous les sens. Hein. J'ai l'impression de voir votre cerveau qui passe dans une machine à laver le linge. Et puis bon, ça s'est passé assez rapidement, quoi. Après 2 ans de lutte contre la maladie et la consultation de dizaines de spécialistes, Sylviane doit se rendre à l'évidence. Sa fille est condamnée. Coralie souffre et a déjà le visage très déformé. Je sentais que si ça continuait encore très longtemps, moi j'allais mourir avant elle. Et c'est pas peu de le dire, parce que je sentais bien par moment que j'étais au bord de la crise cardiaque. C'était le 8 septembre 1993. Elle m'a dit « Maman, c'est maintenant, appelle le médecin ». Le médecin a compris que c'était vraiment ce qu'elle voulait et puis que de toute façon, c'était une évidence, quoi. Puis c'était plutôt une bonne chose de l'aider à partir à son heure, dans les conditions qu'elle voulait, avec les photos, la musique, tout ça.
Le médecin, il a commencé par lui donner des médicaments à boire. Alors, ça n'a pas fait effet. Elle était dans un demi-sommeil. Et puis c'est là qu'elle a dit je vous entends et c'est dur de mourir, j'essaye mais j'y arrive pas. Quand elle dit ça, mais c'est inimaginable d'entendre un être vivant, une fille de 20 ans qui était belle, qui était intelligente, qui dit c'est dur de mourir, j'essaye mais j'y arrive pas. Mais il faut pas que ça continue, il faut que ça s'arrête. Ensuite, j'ai entendu un râle. Bah, c'est fini, hein, c'est clair. Je suis carapacée, comprenez-vous? Il faut serrer les dents. Donc, quand vous serrez les dents, vous pleurez pas. Voilà. Donc, moi, quand ma fille était morte le matin, je pleure pas. Pourquoi je vais pleurer? J'ai déjà tellement pleuré avant. Et puis, je pleure toujours à l'intérieur. Jacques Lecomte, vous êtes docteur en psychologie. Jean-Emmanuel et Sylviane semblent soulagés que leurs proches soient partis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on voit bien, ils disent tous les deux que leurs proches en question avaient souffert énormément. Et donc, c'était ça, ou l'agonie, hein, comme le dit très bien Jean-Emmanuel. Donc, il y a une sorte, évidemment, d'ambivalence dans leur réaction. À la fois, ils sont heureux d'avoir diminué, d'avoir abrégé leur souffrance. En même temps, ils sont évidemment très mal d'avoir été l'auteur à l'origine de l'acte. Mais bien sûr qu'ils ont le sentiment majoritaire qu'il fallait le faire. Comment faut-il préparer la personne à partir? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle d'accompagnement et que la seule règle finalement, si tant est que ça en soit une, c'est d'être présent dans l'amour. Moi j'ai souvent l'habitude de dire quand des personnes souffrent, on aimerait être une grande bouche, trouver des paroles qui réconfortent, on aimerait être une grande main, faire plein de choses pour cette personne, alors que souvent elle a simplement besoin qu'on soit à côté d'elle, être une grande oreille. Une oreille qui est là, présente, qui est bienveillante, qui est attentive. Et je crois que c'est tout simplement manifester beaucoup d'affection et d'amour. En quelques minutes, un soir de mars 1992, Jean-Emmanuel a dû prendre la décision d'abréger les souffrances de sa mère. Abandonné à la naissance par ses parents biologiques, il devient orphelin pour la seconde fois. Dans les instants qu'on suivit, c'était à la fois un moment de tristesse, de douleur, de soulagement. C'était confus. Je ne revivais pas l'acte dans mes rêves. Sinon, je voyais ma mère apparaître dans mon imaginaire. Mais c'est pas trop ça qui me dérangeait le plus. C'était vraiment la question profonde de l'être humain par rapport à la vie et toujours l'éternelle question de savoir est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou est-ce qu'au contraire j'aurais dû résister à la tentation de le faire. Ça c'est... Moi, ce que je considérais comme un geste d'amour, est-ce que finalement l'amour ça aurait pas dû être de résister à la tentation de le faire? J'en ai discuté avec un prêtre, mais bon, je me suis retrouvé confronté au discours que tiennent les hommes d'église, à savoir que j'aurais dû accompagner. Enfin, alors évidemment, c'est un discours noble. Le problème, c'est que quand vous êtes confronté à une situation d'agonie, c'est pas du tout le discours auquel vous êtes le plus réceptif. Je me suis vraiment lancé dans le travail à corps perdu. Ça a vraiment été une période de suractivité professionnelle. Mais comme j'ai toujours eu un tempérament très dynamique, en fait, personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit, que ce comportement-là était à la limite du pathologique, quoi. Cette suractivité probablement cachait quelque chose d'un malaise profond, quoi.
Les mois et les années passent, mais Jean-Emmanuel n'arrive pas à reprendre pied. Muriel, son épouse, qui était présente le soir du drame, l'a toujours soutenu, sans réussir pour autant à lui faire oublier le geste qu'il a posé. Il s'est réfugié beaucoup dans le déni, en fait, de ce qui a pu se passer. Et le fait, je pense qu'en plus, qu'il exerce cette profession, qu'il continue à, au départ, côtoyer des malades, etc., je pense que ça a été quelque chose qui a été d'autant plus dur. Et puis, il s'est énormément renfermé sur lui-même. Emmanuel, à partir de ce jour-là, je dirais, a eu plus de mal à montrer aux autres qu'il les aimait ou à dire « je t'aime ». Tourmenté par la question de sa culpabilité, Jean-Emmanuel doit aussi continuer à avancer avec le poids du silence. Ce qui me posait le plus de problèmes, c'était pas tant la partie juridique, c'est-à-dire la cour d'assises, mais plutôt la partie professionnelle, c'est-à-dire la radiation. Puisque par définition, c'est criminel, donc vous pouvez pas les bruiter. Donc ça signifie vivre dans ce silence en permanence. Comme il ne peut partager le mal qui le ronge, Jean-Emmanuel garde pour lui ses souffrances et s'enfonce chaque jour un peu plus dans la dépression. La naissance de ses enfants ne suffit malheureusement pas à le guérir de son mal-être. C'est pas un événement qui a compensé toute la douleur que je portais auparavant, quoi. Ça m'a apporté des joies, ça m'a apporté des satisfactions, mais ça n'a pas du tout réglé mon problème par rapport à ma mère, quoi. Ça c'est évident. Le suicide, j'y ai pensé, mais je crois que je suis pas assez courageux, j'aurais trop peur de souffrir, mais après, il y a les enfants, il y a l'épouse, donc mais oui, il y a des fois où ouais, je dis, tiens, métier, mes tâches, c'est bien aussi, mais bon, faut passer à l'acte, quoi. Après, faut... L'alcool, par exemple, ça a été pour moi un moyen de m'évader, les idées sombres. En fait, j'avais des idées noires à longueur de journée, et ça va... C'est des comportements qui peuvent aller jusqu'à la destruction d'une vie de famille. J'étais en période de déconstruction et de désintégration, je dirais même. C'est presque de la désintégration de 92 à 2003. C'est après 2003 où effectivement on dit bon stop, faut peut-être arrêter, on va peut-être pas faire ça toute notre vie. Donc, mais bon, le mal a été fait de toute façon. Dans les mois et les années qui suivent le drame, Sylviane et Jean-Emmanuel vont s'enfoncer dans la dépression. Comment ça s'explique ? Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir fait un geste grave ou pris une décision grave. Ils savent que finalement la question de la mort est quelque chose qui nous échappe. Et c'est vrai que prendre la décision de donner la mort délibérément à quelqu'un ou avoir le sentiment que l'on est responsable d'une décision qu'auraient pris les médecins, par exemple, d'avoir influencé les médecins, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Donc, une des réactions possibles, c'est effectivement la dépression. Il y a un côté positif à la dépression, parce que c'est une façon peut-être aussi de se défendre contre quelque chose qui est trop difficile à porter. On se replie à l'intérieur de soi et on va essayer aussi de trouver des forces à l'intérieur de soi. Moi, j'ai une vision assez positive, en fait, du processus de la dépression. Je pense qu'on va chercher profond. On n'est plus le même après une dépression. On voit les choses autrement, on a compris les choses autrement, on est moins superficiel, si on veut. Et ce qui fait que je pense que la dépression, il faut à la fois, bien sûr, essayer de la soigner. Et les traitements existent, mais en même temps se dire que c'est un mouvement de défense naturelle qui fait qu'on va aller chercher
profond en soi la possibilité de porter, par exemple, l'acte dont on se sent responsable. En septembre 1993, Sylviane a aidé sa fille Coralie à mourir. La jeune fille de 20 ans souffrait d'un cancer incurable. Très vite, Sylviane a su qu'elle avait pris la seule décision digne de son amour. Le jour même, j'ai culpabilisé, enfin c'est même pas, enfin je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment culpabilisé, mais par la suite j'ai pas culpabilisé du tout. C'était une délivrance, c'était un geste d'amour, ça il faut le dire, faut le dire. Sylviane assume la décision qu'elle a prise. Mais impossible pour elle de parler de cette euthanasie clandestine. Personne ne m'a jamais posé de questions. La plupart des gens ont deviné qu'il s'était passé quelque chose qui n'était pas classique. C'était secret, c'était un non-dit, c'était clandestin, c'était illégal. Je voulais pas que le médecin ait des ennuis, ni l'infirmière. Et puis c'est des choses qui se racontent pas, rendez-vous compte. Comme Jean-Emmanuel, Sylviane doit porter seule ce terrible secret. Mais le plus difficile pour elle est de continuer à vivre sans sa fille. Je dors avec des somnifères, donc j'ai pas de cauchemar, ou du moins je m'en rappelle pas. Mais par contre, j'y pense tout le temps, quoi. C'est là, ça fait partie de moi, ça ne me hante pas, c'est le quotidien. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer de surmonter ça, d'essayer de continuer de vivre normalement. Et c'est pas la partie la plus facile. J'avais plus ses bonnes paroles, j'avais plus sa voix, j'avais plus ses bisous. Elle est partout dans la maison. Elle est partout, elle est dans chaque meuble, dans chaque bibelot, sur chaque marche d'escalier. Elle est partout. Voilà. Donc là, la solitude, oui, certainement. Oui. Un vide énorme, un vide vertigineux. Au poids du geste, on ajoute le poids du silence parce que c'est dur d'en parler après. Oui, parce que le fait de ne pas avoir pu parler, échanger, mettre des mots sur quelque chose que l'on a fait, ça aggrave évidemment la dépression. Très vite, on se culpabilise pour un rien. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on se sent seul, très seul. Donc on se replie, hein, et peut-être qu'on va avoir de moins en moins envie d'en parler. Alors que, au fond, pouvoir mettre des mots, pouvoir parler avec d'autres de quelque chose de lourd, c'est ce qui permet de traverser. Je ne dis pas que ça évite la dépression, mais je pense qu'elle est plus courte, peut-être qu'elle se traverse plus facilement. Mais comment faut-il en parler ? Il faut que notre société soit peut-être changer son regard vis-à-vis aussi de la mort, qu'on puisse parler à des amis, qu'on puisse parler à des proches, qu'on puisse évoquer la mort. Or, dans notre société, alors que nous savons tous que nous allons mourir un jour, c'est quand même ce que nous avons tous en commun, que nos proches vont mourir aussi, eh bien, on se tait, ça reste un tabou, on est dans le déni. Donc il faut déjà que notre société évolue, qu'elle intègre la question de la mort, pour que justement ceux qui ont à vivre cette proximité avec ceux qui vont mourir et qui ont parfois l'impression qu'ils sont responsables de la mort de l'autre, puissent se délivrer par la parole d'une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, parce qu'encore une fois, la mort c'est notre destin à tous, elle arrive plus tôt pour certains, moins bien pour certains, et on n'est pas responsable de la mort de l'autre, ni de la façon dont ça se passe. Pendant 7 ans, Sylviane lutte pour ne pas sombrer. Mais la mort de sa fille continue de la hanter et finit par avoir des conséquences sur sa santé.
De 1993 à l'an 2000, j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai réussi à faire face et j'ai avancé comme j'ai pu. Mais à partir de l'an 2000, c'est là que ça a été vraiment très très difficile. J'ai développé un syndrome d'inadaptation au stress, donc je suis devenue hypersensible. Je suis souvent à cran, je suis parfois tellement nerveuse que je deviens agressive, je m'en rends pas toujours compte d'ailleurs. Les années qui ont suivi, j'ai essayé de faire face. J'ai puisé au fond de moi l'énergie nécessaire. Cette force intérieure, je la trouvais par rapport à ma philosophie de vie, par rapport à l'optique d'une réincarnation. Donc j'étais dans l'espoir en fait d'une vie meilleure. Moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment, cette perspective de réincarnation à tenir, quoi. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir qu'elle est réincarnée, je crois savoir où. Donc, c'est ça qui m'a permis de tenir. Malgré les difficultés, Sylviane ne doute toujours pas du geste qu'elle a posé. Jamais je n'ai regretté. Jamais je n'ai regretté parce que ça a été un long chemin, ça a été discuté, elle était d'accord, c'est ce qu'elle voulait, garder le contrôle sur sa mort puisqu'elle n'avait pas pu garder le contrôle sur sa vie et encore moins sur sa maladie. Et donc on était sur la même longueur d'onde. Donc non, je n'ai jamais eu et aujourd'hui encore je n'ai pas de culpabilité. Sylviane croit en la réincarnation. Est-ce que ça peut l'aider à vivre son deuil? Ça peut aider à vivre le deuil, bien entendu. Croire à la réincarnation, c'est le souhait aussi que la personne puisse continuer son chemin dans des bonnes conditions. Et penser qu'elle est dans cette bonne condition va aider à soi-même se détacher et à commencer à faire ce travail de deuil. Comment faire le deuil d'une personne dont on est responsable de la mort? C'est tout le travail en fait de l'acceptation de l'impermanence et de se détacher en fait. On est tellement attachés, alors que ce soit nous qui ayons donné la mort ou que ce soit une autre situation, le deuil reste le deuil. C'est l'attachement et la difficulté d'accepter le changement qu'il faut travailler, enfin qu'il faut essayer de dépasser. En 1992, Jean-Emmanuel a dû abréger les souffrances de sa mère qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Accablé par cette disparition, il traverse 10 années de dépression avant d'être contraint d'abandonner sa profession d'infirmier. J'ai fait un burn-out quand j'ai réintégré le salariat, en fait, hein, dans l'année qui a suivi le salariat, parce que j'étais confronté de nouveau à des patients en fin de vie. Et donc, je pense que la fatigue psychologique, physique, ça a été le burn-out complet. C'est en 2009, 17 ans après la mort de sa mère, que Jean-Emmanuel trouve enfin l'occasion de se libérer du secret qu'il porte depuis si longtemps. J'étais blogueur et il y avait un internaute qui avait fait un petit billet qui était plutôt un sondage d'ailleurs sur l'euthanasie. C'était en 2009. Bon, moi personnellement, j'étais plus du tout engagé dans ma profession, donc j'étais plus du tout retenu de ce côté-là. Et c'était pour moi l'occasion d'expliquer. Voilà, moi j'ai fait. Voilà ce que ça a provoqué. Voilà dans quelles circonstances je l'ai réalisé. Voilà les conséquences aussi que ça a eu après sur ma vie.
Jean-Emmanuel se libère ainsi du silence dans lequel il était enfermé depuis si longtemps. À la suite de son témoignage, il reçoit de nombreux messages de soutien. Et cela l'encourage à partager son secret avec ses propres enfants. Dès l'instant quand il a commencé à en parler avec les enfants, ça lui a fait du bien. Il a pu poser les mots. Il a pu leur raconter vraiment leur histoire. Leur histoire quelque part, parce que c'est aussi leur histoire. Donc je pense que tout ça, les enfants l'ont compris. Voilà, à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité là-dessus, effectivement, on va rebondir dessus. Voilà, pour que ça reste jamais quelque chose de tabou, en tout cas sous notre toit. Jean-Emmanuel en a parlé à ses enfants. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, non ? Je trouve ça bien d'en parler à ses enfants parce que d'abord, c'est aussi les préparer à cette réalité. Je crois qu'on ne parle pas assez aux enfants, justement. On les tient à l'écart. On croit les protéger. C'est faux. On les fragilise. Parce que l'enfant, il a besoin de savoir que la mort fait partie de la vie. Et il a besoin de sentir aussi que c'est un événement qui soude les vivants. On se prend dans les bras, on se soutient. C'est ce que l'enfant voit quand il voit des parents qui sont tristes, qui sont dans le chagrin. Certes, le chagrin est là, mais la solidarité est là aussi. Donc il reçoit un message formidable. La mort fait partie de la vie, mais on s'appuie les uns sur les autres pour la porter. « 22 ans après avoir abrégé le calvaire de sa mère, Jean-Emmanuel est toujours profondément marqué par cette nuit tragique. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques. Mes nuits sont peuplées de cauchemars. J'ai des pans entiers de ma mémoire qui sont effacés. Heureusement, j'ai ma femme qui est mon disque dur. J'ai maintenant un mari qui boite. Et puis voilà, ça va faire... on est en 2014, donc ça fait 23 ans qu'on est mariés, 25 ans qu'on vit ensemble. Et il boite à cause de ce geste et on l'a fait ensemble. Je suis sa canne et tant mieux. Malgré les révélations qu'il a faites sur Internet, le délai de prescription étant écoulé, Jean-Emmanuel n'est pas inquiété par la justice. Une situation qui lui arrive pourtant de regretter. La justice m'aurait sans doute probablement évité de sombrer dans la... de détruire ma vie, je pense, simplement parce que ça m'aurait permis de libérer la parole et de ne pas avoir ce lourd secret à porter autant d'années. Maintenant, s'il y avait une action judiciaire aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans, donc ça aurait plus de sens, quoi, puisque moi, quelque part, j'ai déjà payé plus ou moins mon acte et je le paye plus ou moins encore aujourd'hui. Serge Portelli, vous êtes magistrat, président de chambre près de la Cour d'appel de Versailles et enseignant. Jean-Emmanuel pense qu'il aurait pu éviter de sombrer s'il avait été jugé pour son acte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je le comprends, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les tribunaux, les cours d'assises sont tout aussi mal à l'aise pour juger ce type d'acte, qu'on qualifie de crime, évidemment, puisqu'il y a une mort d'homme ou de femme et qu'il y a un acte volontaire pour obtenir cette mort-là. Mais comment voulez-vous juger des êtres auxquels on peut s'identifier si facilement entre un père ou une mère qui abrège les souffrances de son enfant ou un fils qui abrège celles de sa mère? C'est pas un acte criminel ordinaire, c'est une situation dans laquelle finalement, que ce soit les jurés ou les magistrats, plongent et d'une certaine façon ont assez peu de réponses. Et donc quand vous entendez souvent les réquisitions des avocats généraux dans ce type d'affaires-là, évidemment ils s'accrochent à la loi, ils s'accrochent aux éléments constitutifs de l'infraction, mais l'immense difficulté qu'ils ont traduit aussi les peines qui sont prises dans ce type d'affaires, qui sont évidemment très très loin des affaires ordinaires. Mais en tout cas, ces peines sont nécessaires. Et vivre toute une vie avec ce poids,
ce silence, j'allais presque dire c'est impossible. Il y a un moment où il faut parler. Et c'est pas d'ailleurs simplement dans ces affaires où vous avez beaucoup de, j'allais presque dire, de criminels pour des affaires d'homicide ordinaires, j'allais presque dire, qui au bout d'un certain temps craquent, j'allais presque dire, sont obligés pour pouvoir revivre d'aller se dénoncer. Pour surmonter l'absence de sa fille qu'elle a aidé à mourir en 1993, Sylviane se plonge dans l'écriture et rédige des dizaines de poèmes en souvenir de la jeune disparue. Maison sans vie, chambre fermée, vide le lit, les draps défaits. L'œuf est pourri, l'œuf est fêlé, lente agonie, a trépassé. Trop grande est la misère, trop grands les cimetières, et les chagrins aussi. J'ai comblé le manque par l'écriture poétique, puisque j'écris depuis l'âge de 14 ans. Et quelque temps plus tard, j'ai préparé un livre de 200 poèmes. J'ai pas voulu écrire un livre comme beaucoup de parents ou comme beaucoup de personnes, en racontant toutes les souffrances, les hôpitaux, etc. J'ai choisi de faire un livre à sa mémoire, sous forme d'un livre de poèmes qui raconte, où il y a un fil conducteur qui parle de, on va dire, du temps du bonheur quand elle était jeune, et puis ensuite du temps de la maladie, du temps du deuil, et voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a occupé l'esprit, donc pendant que j'écris, pendant que je prépare un livre, je ne suis pas en train de me lamenter sur mon sort. Comme Jean-Emmanuel, Sylviane a porté seule son secret pendant de nombreuses années. Mais 15 ans après la mort de sa fille, un événement dans l'actualité la convainc de libérer sa parole. Lorsque j'ai rendu l'histoire de Coralie publique en 2008 dans le cadre de l'affaire de Chantal Sébir, là j'ai eu l'impression au début, c'était difficile, mais en même temps j'avais l'impression de prendre ma revanche et enfin vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc tout ça c'est très complexe, c'est très ambivalent, donc c'était positif d'un certain côté. D'un autre côté, ça m'a valu des critiques, des insultes graves qui m'ont rendu malade. Moi j'étais en colère après ces gens-là et j'aurais bien voulu leur balancer les photos de Coralie gravement malade à la figure. Blessée par ces attaques, Sylviane n'abandonne pas. Et dès 2008, elle décide de s'engager pour la dépénalisation de l'euthanasie active. Un combat de longue haleine qui a aussi aidé Sylviane à remonter la pente et qui lui a donné la force de revenir sur ses rochers, 22 ans après la mort de sa fille. C'est à cet endroit en bas, là, que les cendres de Coralie ont été données à la mer. C'était la volonté de Coralie. Je ne serais jamais allée contre sa volonté. Quelles sont les limites de la réponse pénale à ce type d'infraction ? J'allais dire, c'est presque les limites de toutes les réponses pénales. Il faut à la fois satisfaire la société, satisfaire la victime, les proches de la victime, et là encore, ça peut choquer, mais aussi satisfaire le prévenu. Il faut arriver, tout ça est très très dur, à lui fournir une réponse qui soit à la fois proportionnée à ce qu'il a fait et à la façon dont lui-même le vit, ce qui est extrêmement difficile. Mais est-ce que c'est un crime, là ? Ça peut, oui, effectivement. Vous avez ce type d'affaires d'euthanasie qui se juge ordinairement devant la cour d'assises. Donc vous avez
à chaque fois des procès extrêmement médiatiques qui peuvent concerner aussi bien des proches, des parents, que des membres du personnel médical. Donc oui, comment vivre avec le poids d'un crime qu'on a commis, même si, je mets le mot crime avec beaucoup de guillemets, mais je pense que le poids est peut-être encore plus lourd quand c'est un acte qu'on a commis, j'allais presque dire, par amour. Voilà, pour abréger des souffrances. C'est un acte qui, aujourd'hui, reste en marge de la société. Vous avez des débats depuis très longtemps et qui sont, j'allais presque dire, de plus en plus forts, de plus en plus aigus aujourd'hui. Donc, si vous passez à l'acte, si effectivement vous commettez aujourd'hui un acte d'euthanasie, vous savez parfaitement qu'il n'y a pas que vous et la personne, votre proche, qui va décéder. Il n'y a pas que cette relation duelle. Il n'y a pas non plus que les médecins qui vous entourent. Il y a aussi la société qui vous regarde. 22 ans plus tard, malgré toutes les questions que je me pose, je pense malgré tout que je crois que j'ai fait le bon choix. Que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative, si ce n'est que j'aurais laissé ma mère agoniser, et je crois que je m'en serais encore voulu plus. Maintenant, je pense que c'est un acte qui est suffisamment lourd pour pas que ce soit les très proches du patient qui en soient l'auteur, quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu à porter tout le poids tout seul, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est quelque chose qui restera à jamais marqué dans l'histoire, dans mon histoire personnelle, et puis dans l'histoire de la famille. Ça m'a quand même bousillé, j'ai 48 ans, j'ai quand même bousillé 20 ans, quoi. Les 20 dernières années, j'ai quand même bien morflé. Ouais. Donc, j'espère que les années à venir seront plus douces et moins tourmentées. C'est bien d'être ici parce que j'ai pas spécialement d'émotions démesurées. Je n'y suis pas revenue depuis, peut-être une fois, mais depuis toutes ces années. Et je trouve que c'est comme une étape. C'est comme si, je veux dire, ça me contrarie pas d'être là, ça me rend pas triste d'être là. Ce qui est important, c'est d'être capable d'être revenu là, à cet endroit, sans être complètement bouleversé. Donc ça veut dire qu'il y a un cap qui a été franchi. 21 ans après, non, je ne regrette pas du tout d'avoir aidé ma fille à mourir. Non, c'était c'était ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. La seule chose que je regrette, c'est que ça se soit mal passé dans la mesure où c'était illégal, clandestin et que le médecin n'avait pas les bons produits. Après des années de souffrance, Jean-Emmanuel et Sylviane ont trouvé la force de partager leurs secrets. Plus récemment, l'affaire Vincent Lambert et l'acquittement de l'urgentiste Nicolas Bonnemaison ont rouvert en France le débat sur la fin de vie. Avec près de 9 Français sur 10 qui se déclarent favorables à une loi autorisant l'euthanasie, il est probable que la législation évolue à nouveau dans les années à venir.
poids du geste, on ajoute le poids du silence parce que c'est dur d'en parler après. Oui, parce que le fait de ne pas avoir pu parler, échanger, mettre des mots sur quelque chose que l'on a fait, ça aggrave évidemment la dépression. Très vite, on se culpabilise pour un rien. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on se sent seul, très seul. Donc on se replie. Et peut-être qu'on va avoir de moins en moins envie d'en parler. Alors que, au fond, pouvoir mettre des mots, pouvoir parler avec d'autres de quelque chose de lourd, c'est ce qui permet de traverser. Je ne dis pas que ça évite la dépression, mais je pense qu'elle est plus courte, peut-être qu'elle se traverse plus facilement. Et comment faut-il en parler ? Qu'il faut que notre société soit peut-être changer son regard vis-à-vis aussi de la mort, qu'on puisse parler à des amis, qu'on puisse parler à des proches, qu'on puisse évoquer la mort. Or, dans notre société, alors que nous savons tous que nous allons mourir un jour, c'est quand même ce que nous avons tous en commun, que nos proches vont mourir aussi, eh bien, on se tait, ça reste un tabou, on est dans le déni. Donc il faut déjà que notre société évolue, qu'elle intègre la question de la mort, pour que justement ceux qui ont à vivre cette proximité avec ceux qui vont mourir et qui ont parfois l'impression qu'ils sont responsables de la mort de l'autre, puissent se délivrer par la parole d'une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, parce qu'encore une fois, la mort c'est notre destin à tous, elle arrive plus tôt pour certains, moins bien pour certains, et on n'est pas responsable de la mort de l'autre, ni de la façon dont ça se passe. Pendant 7 ans, Sylviane lutte pour ne pas sombrer. Mais la mort de sa fille continue de la hanter et finit par avoir des conséquences sur sa santé. De 1993 à l'an 2000, j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai réussi à faire face et j'ai avancé comme j'ai pu. Mais à partir de l'an 2000, c'est là que ça a été vraiment très très difficile. J'ai développé un syndrome d'inadaptation au stress, donc je suis devenue hypersensible. Je suis souvent à cran, je suis parfois tellement nerveuse que je deviens agressive, je m'en rends pas toujours compte d'ailleurs. Les années qui ont suivi, j'ai essayé de faire face. J'ai puisé au fond de moi l'énergie nécessaire, cette force intérieure. Je la trouvais par rapport à ma philosophie de vie, par rapport à l'optique d'une réincarnation. Donc j'étais dans l'espoir en fait d'une vie meilleure. Moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment, cette perspective de réincarnation à tenir, quoi. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir qu'elle est réincarnée, je crois savoir où. Donc, c'est ça qui m'a permis de tenir. Malgré les difficultés, Sylviane ne doute toujours pas du geste qu'elle a posé. Jamais je n'ai regretté. Jamais je n'ai regretté parce que ça a été un long chemin, ça a été discuté, elle était d'accord, c'est ce qu'elle voulait, garder le contrôle sur sa mort puisqu'elle n'avait pas pu garder le contrôle sur sa vie et encore moins sur sa maladie. Et donc on était sur la même longueur d'onde. Donc non, je n'ai jamais eu et aujourd'hui encore je n'ai pas de culpabilité. Sylviane croit en la réincarnation. Est-ce que ça peut l'aider à vivre son deuil ? Ça peut aider à vivre le deuil, bien entendu. Croire à la réincarnation, c'est le souhait aussi que la personne puisse continuer son chemin dans des bonnes conditions. Et penser qu'elle est dans cette bonne condition va aider à soi-même se détacher et à commencer à faire ce travail de deuil.
Comment faire le deuil d'une personne dont on est responsable de la mort? C'est tout le travail en fait de l'acceptation de l'impermanence et de se détacher en fait. On est tellement attachés, alors que ce soit nous qui ayons donné la mort ou que ce soit une autre situation, le deuil reste le deuil. C'est l'attachement et la difficulté d'accepter le changement qu'il faut travailler, enfin qu'il faut essayer de dépasser. En 1992, Jean-Emmanuel a dû abréger les souffrances de sa mère qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Accablé par cette disparition, il traverse 10 années de dépression avant d'être contraint d'abandonner sa profession d'infirmier. J'ai fait un burn-out quand j'ai réintégré le salariat, en fait, hein, dans l'année qui a suivi le salariat, parce que j'étais confronté de nouveau à des patients en fin de vie, et donc je pense que la fatigue psychologique, physique, c'était le burn-out complet. C'est en 2009, 17 ans après la mort de sa mère, que Jean-Emmanuel trouve enfin l'occasion de se libérer du secret qu'il porte depuis si longtemps. J'étais blogueur, et il y avait un internaute qui avait fait un petit billet qui était plutôt un sondage d'ailleurs sur l'euthanasie. C'était en 2009. Bon, moi personnellement, j'étais plus du tout engagé dans ma profession, donc j'étais plus du tout retenu de ce côté-là. Et c'était pour moi l'occasion d'expliquer. Voilà, moi j'ai fait. Voilà ce que ça a provoqué. Voilà dans quelles circonstances je l'ai réalisé. Voilà les conséquences aussi que ça a eu après sur ma vie. Jean-Emmanuel se libère ainsi du silence dans lequel il était enfermé depuis si longtemps. À la suite de son témoignage, il reçoit de nombreux messages de soutien. Et cela l'encourage à partager son secret avec ses propres enfants. Dès l'instant quand il a commencé à en parler avec les enfants, ça lui a fait du bien. Il a pu poser les mots. Il a pu leur raconter vraiment leur histoire. Leur histoire quelque part, parce que c'est aussi leur histoire. Donc je pense que tout ça, les enfants l'ont compris. Voilà, à chaque fois qu'il y a des sujets d'actualité là-dessus, effectivement, on va rebondir dessus. Voilà, pour que ça reste jamais quelque chose de tabou, en tout cas sous notre toit. Jean-Emmanuel en a parlé à ses enfants. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, non? Moi, je trouve ça bien d'en parler à ses enfants, parce que d'abord, c'est aussi les préparer à cette réalité. Je crois qu'on ne parle pas assez aux enfants, justement. On les tient à l'écart. On croit les protéger. C'est faux. On les fragilise. Parce que l'enfant, il a besoin de savoir que la mort fait partie de la vie. Et il a besoin de sentir aussi que c'est un événement qui soude les vivants. On se prend dans les bras, on se soutient. C'est ce que l'enfant voit quand il voit des parents qui sont tristes, qui sont dans le chagrin. Certes, le chagrin est là, mais la solidarité est là aussi. Donc il reçoit un message formidable. La mort fait partie de la vie, mais on s'appuie les uns sur les autres pour la porter. « 22 ans après avoir abrégé le calvaire de sa mère, Jean-Emmanuel est toujours profondément marqué par cette nuit tragique. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques. Mes nuits sont peuplées de cauchemars. J'ai des pans entiers de ma mémoire qui sont effacés. Heureusement, j'ai ma femme qui est mon disque dur. J'ai maintenant un mari qui boite. Et puis voilà, ça va faire... on est en 2014, donc ça fait 23 ans qu'on est mariés et 25 ans qu'on vit ensemble. Et il boite à cause de ce geste et on l'a fait ensemble. Je suis sa canne et tant mieux. Malgré les révélations qu'il a faites sur Internet, le délai de prescription étant écoulé, Jean-Emmanuel n'est pas inquiété par la justice. Une situation qui lui arrive pourtant de regretter. La justice m'aurait sans doute probablement évité de sombrer dans la... de détruire ma vie, je pense, simplement parce que ça m'aurait permis de libérer la parole et
de ne pas avoir ce lourd secret à porter autant d'années. Maintenant, s'il y avait une action judiciaire aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans, donc ça aurait plus de sens, quoi. Puisque moi, quelque part, j'ai déjà payé plus ou moins mon acte et je le paye plus ou moins encore aujourd'hui. Serge Portelli, vous êtes magistrat, président de chambre près de la Cour d'appel de Versailles et enseignant. Jean-Emmanuel pense qu'il aurait pu éviter de sombrer s'il avait été jugé pour son acte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je le comprends, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les tribunaux, les cours d'assises sont tout aussi mal à l'aise pour juger ce type d'acte, qu'on qualifie de crime, évidemment, puisqu'il y a une mort d'homme ou de femme et qu'il y a un acte volontaire pour obtenir cette mort-là. Mais comment voulez-vous juger des êtres auxquels on peut s'identifier si facilement entre un père ou une mère qui abrège les souffrances de son enfant ou un fils qui abrège celles de sa mère? Je veux dire, c'est pas un acte criminel ordinaire, c'est une situation dans laquelle finalement, que ce soit les jurés ou les magistrats, plongent et d'une certaine façon ont assez peu de réponses. Et donc quand vous entendez souvent les réquisitions des avocats généraux dans ce type d'affaires-là, évidemment ils s'accrochent à la loi, ils s'accrochent aux éléments constitutifs de l'infraction, mais l'immense difficulté qu'ils ont traduit aussi les peines qui sont prises dans ce type d'affaires, qui sont évidemment très très loin des affaires ordinaires. Mais en tout cas, ces peines sont nécessaires. Et vivre toute une vie avec ce poids, ce silence, j'allais presque dire c'est impossible. Il y a un moment où il faut parler. Et c'est pas d'ailleurs simplement dans ces affaires où vous avez beaucoup j'allais presque dire de criminels pour des affaires d'homicide ordinaires, j'allais presque dire, qui au bout d'un certain temps craquent, j'allais presque dire, sont obligés pour pouvoir revivre d'aller se dénoncer. Pour surmonter l'absence de sa fille qu'elle a aidé à mourir en 1993, Sylviane se plonge dans l'écriture et rédige des dizaines de poèmes en souvenir de la jeune disparue. Maison sans vie, chambre fermée, vide et le lit, les draps défaits. L'œuf est pourri, l'œuf est fêlé, lente agonie, a trépassé. Trop grande est la misère, trop grands les cimetières, les chagrins aussi. J'ai comblé le manque par l'écriture poétique, puisque j'écris depuis l'âge de 14 ans. Et quelque temps plus tard, j'ai préparé un livre de 200 poèmes. J'ai pas voulu écrire un livre comme beaucoup de parents, comme beaucoup de personnes, en racontant toutes les souffrances, les hôpitaux, etc. J'ai choisi de faire un livre à sa mémoire, sous forme d'un livre de poèmes qui raconte, où il y a un fil conducteur qui parle on va dire du temps du bonheur quand elle était jeune, et puis ensuite du temps de la maladie, du temps du deuil, et voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a occupé l'esprit, donc pendant que j'écris, pendant que je prépare un livre, je ne suis pas en train de me lamenter sur mon sort. Comme Jean-Emmanuel, Sylviane a porté seule son secret pendant de nombreuses années. Mais 15 ans après la mort de sa fille, un événement dans l'actualité la convainc de libérer sa parole. Lorsque j'ai rendu l'histoire de Coralie publique en 2008 dans le cadre de l'affaire de Chantal Sébir, là j'ai eu l'impression au début, c'était difficile, mais en même temps j'avais l'impression de prendre ma revanche, et enfin vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc
Tout ça, c'est très complexe, c'est très ambivalent. Donc c'était positif d'un certain côté. D'un autre côté, ça m'a valu des critiques, des insultes graves qui m'ont rendu malade. Moi, j'étais en colère après ces gens-là et j'aurais bien voulu leur balancer les photos de Coralie gravement malade à la figure. Blessée par ces attaques, Sylviane n'abandonne pas. Et dès 2008, elle décide de s'engager pour la dépénalisation de l'euthanasie active. Un combat de longue haleine qui a aussi aidé Sylviane à remonter la pente et qui lui a donné la force de revenir sur ses rochers, 22 ans après la mort de sa fille. C'est à cet endroit en bas, là, que les cendres de Coralie ont été données à la mer. C'était la volonté de Coralie. Je ne serais jamais allée contre sa volonté. Quelles sont les limites de la réponse pénale à ce type d'infraction? J'allais dire, c'est presque les limites de toutes les réponses pénales. Il faut à la fois satisfaire la société, satisfaire la victime, les proches de la victime, et là encore, ça peut choquer, mais aussi satisfaire le prévenu. Il faut arriver, tout ça est très très dur, à lui fournir une réponse qui soit à la fois proportionnée à ce qu'il a fait et à la façon dont lui-même le vit, ce qui est extrêmement difficile. Mais est-ce que c'est un crime, là? Ça peut, oui, effectivement. Vous avez ce type d'affaires d'euthanasie qui se juge ordinairement devant la cour d'assises. Donc vous avez à chaque fois des procès extrêmement médiatiques qui peuvent concerner aussi bien des proches, des parents, que des membres du personnel médical. Donc oui, comment vivre avec le poids d'un crime qu'on a commis, même si je mets le mot crime avec beaucoup de guillemets, mais je pense que le poids est peut-être encore plus lourd quand c'est un acte qu'on a commis, j'allais presque dire, par amour. Voilà, pour abréger des souffrances. C'est un acte qui, aujourd'hui, reste en marge de la société. Vous avez des débats depuis très longtemps et qui sont, j'allais presque dire, de plus en plus forts, de plus en plus aigus aujourd'hui. Donc, si vous passez à l'acte, si effectivement vous commettez aujourd'hui un acte d'euthanasie, vous savez parfaitement qu'il n'y a pas que vous et la personne, votre proche, qui va décéder. Il n'y a pas que cette relation duelle. Il n'y a pas non plus que les médecins qui vous entourent. Il y a aussi la société qui vous regarde. 22 ans plus tard, malgré toutes les questions que je me pose, je pense malgré tout que je crois que j'ai fait le bon choix. Que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative, si ce n'est que j'aurais laissé ma mère agoniser, et je crois que je m'en serais encore voulu plus. Maintenant, je pense que c'est un acte qui est suffisamment lourd pour pas que ce soit les très proches du patient qui en soient l'auteur, quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu à porter tout le poids tout seul, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est quelque chose qui restera à jamais marqué dans l'histoire, dans mon histoire personnelle, et puis dans l'histoire de la famille. Ça m'a quand même bousillé, j'ai 48 ans, j'ai quand même bousillé 20 ans, quoi. Les 20 dernières années, j'ai quand même bien morflé. Ouais. Donc, j'espère que les années à venir seront plus douces et moins tourmentées.
C'est bien d'être ici parce que j'ai pas spécialement d'émotions démesurées. Je n'y suis pas revenue depuis, peut-être une fois, mais depuis toutes ces années. Et je trouve que c'est comme une étape. C'est comme si, je veux dire, ça me contrarie pas d'être là, ça me rend pas triste d'être là. Ce qui est important, c'est d'être capable d'être revenu là, à cet endroit, sans être complètement bouleversé. Donc ça veut dire qu'il y a un cap qui a été franchi. 21 ans après, non, je ne regrette pas du tout d'avoir aidé ma fille à mourir. Non, c'était la chose, c'était ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. La seule chose que je regrette, c'est que ça se soit mal passé, dans la mesure où c'était illégal, clandestin, et que le médecin n'avait pas les bons produits. Après des années de souffrance, Jean-Emmanuel et Sylviane ont trouvé la force de partager leurs secrets. Plus récemment, l'affaire Vincent Lambert et l'acquittement de l'urgentiste Nicolas Bonnemaison ont rouvert en France le débat sur la fin de vie. Avec près de 9 Français sur 10 qui se déclarent favorables à une loi autorisant l'euthanasie, il est probable que la législation évolue à nouveau dans les années à venir. Blessée par ces attaques, Sylviane n'abandonne pas. Et dès 2008, elle décide de s'engager pour la dépénalisation de l'euthanasie active. Un combat de longue haleine qui a aussi aidé Sylviane à remonter la pente et qui lui a donné la force de revenir sur ses rochers, 22 ans après la mort de sa fille. C'est à cet endroit en bas, là, que les cendres de Coralie ont été données à la mer. C'était la volonté de Coralie. Je ne serais jamais allée contre sa volonté. Quelles sont les limites de la réponse pénale à ce type d'infraction? J'allais dire, c'est presque les limites de toutes les réponses pénales. Il faut à la fois satisfaire la société, satisfaire la victime, les proches de la victime, et là encore, ça peut choquer, mais aussi satisfaire le prévenu. Il faut arriver, tout ça est très très dur, à lui fournir une réponse qui soit à la fois proportionnée à ce qu'il a fait et à la façon dont lui-même le vit, ce qui est extrêmement difficile. Mais est-ce que c'est un crime, là? Ça peut, oui, effectivement. Vous avez ce type d'affaires d'euthanasie qui se juge ordinairement devant la cour d'assises. Donc vous avez à chaque fois des procès extrêmement médiatiques qui peuvent concerner aussi bien des proches, des parents, que des membres du personnel médical. Donc oui, comment vivre avec le poids d'un crime qu'on a commis, même si, je mets le mot crime avec beaucoup de guillemets, mais je pense que le poids est peut-être encore plus lourd quand c'est un acte qu'on a commis, j'allais presque dire, par amour. Voilà, pour abréger des souffrances. C'est un acte qui, aujourd'hui, reste en marge de la société.
Vous avez des débats depuis très longtemps et qui sont, j'allais presque dire, de plus en plus forts, de plus en plus aigus aujourd'hui. Donc, si vous passez à l'acte, si effectivement vous commettez aujourd'hui un acte d'euthanasie, vous savez parfaitement qu'il n'y a pas que vous et la personne, votre proche, qui va décéder. Il n'y a pas que cette relation duelle. Il n'y a pas non plus que les médecins qui vous entourent. Il y a aussi la société qui vous regarde. 22 ans plus tard, malgré toutes les questions que je me pose, je pense malgré tout que je crois que j'ai fait le bon choix. Que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative, si ce n'est que j'aurais laissé ma mère agoniser, et je crois que je m'en serais encore voulu plus. Maintenant, je pense que c'est un acte qui est suffisamment lourd pour pas que ce soit les très proches du patient qui en soient l'auteur, quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu à porter tout le poids tout seul, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est quelque chose qui restera à jamais marqué dans l'histoire, dans mon histoire personnelle, et puis dans l'histoire de la famille. Ça m'a quand même bousillé, j'ai 48 ans, j'ai quand même bousillé 20 ans, quoi. Les 20 dernières années, j'ai quand même bien morflé. Ouais. Donc, j'espère que les années à venir seront plus douces et moins tourmentées. C'est bien d'être ici parce que j'ai pas spécialement d'émotions démesurées. Je n'y suis pas revenue depuis, peut-être une fois, mais depuis toutes ces années. Et je trouve que c'est comme une étape. C'est comme si, je veux dire, ça me contrarie pas d'être là, ça me rend pas triste d'être là. Ce qui est important, c'est d'être capable d'être revenu là, à cet endroit, sans être complètement bouleversé. Donc ça veut dire qu'il y a un cap qui a été franchi. 21 ans après, non, je ne regrette pas du tout d'avoir aidé ma fille à mourir. Non, c'était c'était ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. La seule chose que je regrette, c'est que ça se soit mal passé dans la mesure où c'était illégal, clandestin et que le médecin n'avait pas les bons produits. Après des années de souffrance, Jean-Emmanuel et Sylviane ont trouvé la force de partager leurs secrets. Plus récemment, l'affaire Vincent Lambert et l'acquittement de l'urgentiste Nicolas Bonnemaison ont rouvert en France le débat sur la fin de vie. Avec près de 9 Français sur 10 qui se déclarent favorables à une loi autorisant l'euthanasie, il est probable que la législation évolue à nouveau dans les années à venir.